Bonjour à tous. Si vous me voyez et vous m'entendez, nous allons commencer notre webinaire sur la VAE. Je vais partager un PowerPoint. Voilà. Alors écoutez, j'espère que tout le monde m'entend. Peut-être mettre un tout petit mot dans la conversation pour être sûr que tout le monde est là. Voilà, rebonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde m'entend, voit bien mon écran. Si c'est le cas, eh bien, nous allons démarrer ce webinaire. Je vous partage un support d'information. N'hésitez pas à utiliser le fil de la conversation que je consulterai régulièrement pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, la VAE, qu'est-ce que c'est? Voilà ce qu'on va voir ensemble ce matin, aujourd'hui. Quelques mots pour bien recerner ce qu'est la VAE, même si c'est quelque chose de légal et de réglementaire. Il est important de resituer bien le dispositif qui sera celui d'IGS, puisque IGS est lui-même certificateur de ces titres. Quelques mots pour vous accompagner dans le choix du titre que vous visez, et puis ensuite des informations de candidature et de modalités pratiques. Alors, je suis obligée de m'interrompre parce qu'à chaque fois, j'autorise une personne à rentrer dans la salle d'attente. Je vous prie de m'excuser, ce n'est pas toujours très simple. Et on reprend. Alors, le dispositif de VAE, bon, vous êtes intéressé en vous inscrivant à cette réunion, donc j'imagine que vous le savez, c'est effectivement un moyen d'obtenir un diplôme sans suivre un parcours de formation. Autrement dit, c'est de démontrer, de prouver à un jury que votre expérience professionnelle correspond à un titre, à un diplôme enregistré au RNCP et qu'en quelque sorte, vous n'avez pas besoin d'entrer en formation. La seule condition à ce jour, c'est de pouvoir bénéficier, en tout cas prouver, faire état d'un an d'expérience professionnelle en lien avec le titre que vous visez. Sachant vous devez le savoir aussi, qu'à ce jour, il est en cours une grosse réforme de la VAE, en tout cas une réforme importante, qui tente à simplifier grandement les choses. Donc, ce qu'il risque d'arriver, c'est de ne plus avoir à justifier de cette heure. Donc, c'est une chose plutôt positive. En tout cas, à ce jour, tant que le décret et les arrêtés ne sont pas publiés, ce qui n'est donc toujours pas le cas, vous devez, lorsque vous déposez un dossier, pouvoir justifier de ces 1607 heures d'exercice professionnel, sachant que toute expérience peut être valorisée, quel que soit son statut, qu'elle soit salariée ou non, voire même une expérience de bénévolat. Alors, la VAE consiste effectivement à démontrer que l'existence professionnelle a permis d'acquérir les compétences du titre que vous visez, et il faut bien évidemment décrire ces activités. Ça va être votre premier exercice. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce détail, bien sûr, de la VAE, mais dans un second temps, on le verra. Mais ayez bien en tête quand même ce qui est demandé ici à IGS, c'est qu'il faut décrire votre activité, mais l'erreur serait de s'arrêter à cette description, puisque pour que le jury puisse apprécier que la compétence est acquise, il faut décrire une activité et expliquer pourquoi vous agissez ainsi, c'est-à-dire faire de l'analyse réflexive, d'expliquer le pourquoi du comment, pourquoi j'agis ainsi. Ça peut être quelque chose qui est lié à une organisation interne ou pas. En tout cas, c'est de permettre au jury
qu'il apprécie cette compétence, c'est-à-dire que vous comprenez ce que vous faites. Voilà, je décris mon expérience, voilà pourquoi je le fais, voilà comment je le fais, et quelle preuve, quelle illustration je peux en faire. Encore une fois, il ne faut pas simplement décrire ces activités, il faut bien en faire l'analyse et expliquer comment vous faites. C'est cette étape de l'analyse qui est assez importante. Encore une fois, vous êtes accompagné sur cet exercice qui est un petit peu plus délicat, mais c'est par cette analyse que le jury va être en capacité d'apprécier votre compétence professionnelle. Ce qui est important et ce qui va grandement faciliter l'exercice, qui peut paraître comme ça dans un premier temps un petit peu ardu, c'est d'identifier le titre, le diplôme, alors bien sûr que vous souhaitez, mais surtout qui correspond au plus près de votre expérience. Car plus votre expérience est en adéquation avec le titre que vous visez, et bien évidemment, plus le travail va être simple, facilité et surtout très riche et que votre dossier va être plus facilement, bien évidemment, validé. Alors, quelle est la certification la plus adaptée à votre projet ? Le choix de la certification doit tenir compte de plusieurs éléments. Bien évidemment, indépendamment de ce qu'on va voir là maintenant, le choix, c'est le vôtre. Donc, tout est légitime. Vous pouvez viser n'importe quel titre. Si c'est celui que vous visez, ce sera le bon choix. Néanmoins, pour vous faciliter les choses et surtout arriver à la validation et à obtenir ce diplôme, il faut vous poser la question du niveau du titre que vous recherchez. Sachant que les titres IGS sont enregistrés au niveau européen et donc c'est la norme européenne qui s'applique. Pour vous repérer, le niveau 4 est celui du baccalauréat et plus vous montez, bien sûr, Bac plus 2, Bac plus 3 correspond au niveau 5, 6 et 7. En gros, le niveau 5 équivalent à un Bac plus 2, le niveau 6 équivaut à un Bac plus 3 ou 4, il n'y a pas de distinction, on est dans la norme licence, master, doctorat, et le niveau 7 est un Bac plus 5. Alors, comment on transcrit ces niveaux, en tout cas nous dans les titres IGS, si c'est ceux qui vous intéressent, mais c'est quand même une norme européenne assez reconnue, c'est qu'un niveau Bac plus 2, donc niveau 5, est un niveau d'exécution, pas bête et méchante, hein, d'exécution intelligente, mais j'exerce mes fonctions selon les directives qui me sont données. Quand vous montez en niveau 6, on va vous demander une dimension toujours très opérationnelle, mais avec une prise d'initiative, bien entendu, voire pourquoi pas dans certains titres, une expérience de management et d'encadrement quand même d'une ou deux personnes, voire un petit peu plus, mais enfin quelque chose de relativement simple, dans une approche, encore une fois, très opérationnel de votre métier, alors que si vous visez un niveau 7, on est à un poste de direction, donc de stratégie. Alors, selon la taille de l'entreprise, cette stratégie, elle ne vous revient pas complètement, hein, ce n'est pas vous qui la concevez, mais il faut avoir une expérience dans la conception de cette stratégie ou co-conception de la stratégie. Une fois que vous avez ça en tête, ça c'est des références, des critères, des ratios très objectifs, va se greffer à ça votre choix, votre projet professionnel et votre choix personnel qui va donc là aussi dépendre à la fois du domaine que vous visez, de votre niveau d'expérience. Donc, il faut vous poser les bonnes questions en disant, ben voilà, mon expérience, elle équivaut à tel niveau académique et tel titre. Est-ce que c'est celui-là que je veux? Si oui, c'est formidable, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation parfaite entre votre expérience et le titre que vous visez. Donc, on va viser une validation totale. Vous pouvez choisir, parce que votre objectif personnel et professionnel est de valider un niveau, de valoriser quelque chose, de sécuriser votre parcours professionnel en disant, ben voilà, je n'ai qu'un Bac plus 2, il me faut absolument un Bac plus 3, par exemple, un niveau 6. Certes, je vaux un petit peu plus, mais peut-être que ce sera plus simple. Donc, vous pouvez viser un titre qui est un peu en deçà de votre niveau professionnel, mais qui va faciliter votre parcours VAE pour sécuriser une validation totale. Et en revanche,
vous pouvez très bien viser un niveau un petit peu supérieur à votre expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le référentiel, le programme du titre que vous visez et votre expérience professionnelle. Vous avez tout à fait le droit, une VAE est tout à fait possible. Il faut simplement savoir que s'il y a décalage, vous serez probablement plus dans une validation partielle du titre, ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie du diplôme qui est obtenue et qu'il faudra prévoir des formations complémentaires sur le ou les blocs de compétences qui vous manquent. En tout cas, tout ça est possible, je vais vous montrer comment ça s'articule, mais en amont de votre projet, ne faites pas l'économie de vous poser ces questions, d'étudier les référentiels, parce que c'est la base d'un travail de VAE. Alors, à IGSFC, nous, effectivement, ces parcours mixtes, que ce soit 100% VAE ou VAE et formation, tout ça est possible. Nous avons 3 filières, qui sont les ressources humaines, le management d'entreprise et la relation client. Et dans chacune de ces filières, vous avez des titres de niveau 5, 6 et 7. Donc, le choix est large. Et encore une fois, il est important d'aller chercher dans ces filières la certification qui vous intéresse. Ce qui est utile et ce qui est bien fait dans nos titres, c'est qu'ils sont d'ores et déjà, eux, tous articulés en blocs de compétences. C'est-à-dire que pour valider un titre est composé de 5, 6, parfois 7 blocs. C'est un petit peu l'équivalent, dans un langage plus simple, d'unité d'enseignement à l'université, hein, c'est la même chose. Et pour être diplômé, il faut avoir validé tous les blocs, chaque bloc étant autonome. Vous pouvez choisir de ne valider que certains blocs par l'expérience, parce qu'ils correspondent à votre expérience, et de vous former sur les blocs qui vous manqueraient. Donc c'est pour ça que là aussi la question et le temps de l'étude du référentiel est important, pour dire ce titre il correspond à mon projet, à mon expérience, j'y vais et potentiellement c'est faisable. Je vise une validation totale, bon, c'est pas parce qu'on la vise qu'on l'obtiendra, mais c'est un projet réaliste et faisable, ou dès le départ, vous savez que le titre que vous voulez est un peu en décalage avec votre expérience, donc vous pouvez choisir de ne présenter que certains blocs en VAE, ce qui va accélérer le processus, parce que moins vous en aurez à écrire, plus ce sera rapide. Vous obtenez une validation partielle et vous pouvez compléter cette VAE par des formations, soit à distance, soit en présentiel, sur le ou les blocs que vous n'avez pas. Je vous montre ici à l'écran un titre qui est celui des ressources humaines. Ce sera plus parlant par rapport à ce que je viens de vous dire. Voilà, on a ce titre qui est responsable de la gestion des ressources humaines, un titre de niveau 6, assez généraliste, avec une approche très professionnelle et très opérationnelle. 6 blocs de compétences, donc c'est assez large puisque par définition un titre généraliste va aborder la fonction de responsable des ressources humaines dans toutes ses dimensions, que ce soit la communication comme vous le voyez, le bloc 1, l'acquérir des compétences, c'est pour faire court, c'est tout ce qui est technique de recrutement. Ensuite un bloc 3 sur comment je vais fidéliser ces compétences acquises, donc rémunération et plan de développement des compétences. Un bloc 4 sur l'administration des RH, ADP. Un bloc 5 plus orienté dialogue social. Et enfin un bloc 6 sur tout ce qui est normes sociales. Autrement dit, c'est l'approche plus droit du travail et juridique. Votre expérience professionnelle peut-être ne couvre pas tous ces titres. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous voyez le schéma, on peut envisager un parcours mixte. On identifie le ou les blocs sur lesquels votre expérience est en adéquation et sur les blocs où vous êtes en décalage, vous pouvez faire le choix d'une formation. Alors, on ne peut pas ici rentrer dans le détail de tous les titres du groupe IGS. Ils sont ici répertoriés encore une fois dans nos 3 filières. Comment vous y retrouvez? D'abord, sur notre site, sur lequel vous avez ici un lien, vous avez l'intégralité des certifications
Et le détail de chacun des blocs de compétences, vous voyez, quand on clique sur bloc 1, mettre en place les changements de la communication, quand vous cliquez sur le site, sur l'intitulé de ce bloc, vous avez le détail, ce qui vous permet dans un premier temps d'identifier quand même assez bien le titre qui vous intéresse. Vous avez le niveau académique qui est inscrit aussi, donc ça vous donne un repère. Et puis, lorsque vous allez étudier le référentiel par vous-même, ensuite, bien sûr, on vous accompagnera, mais ayez le réflexe, et ça vaut aussi pour les autres titres d'autres certificateurs, lorsque vous allez faire votre étude et vos recherches de ce titre le plus intéressant, ayez le réflexe de bien voir les verbes qui sont utilisés. Vous voyez ici, on vous demande des choses opérationnelles, comme je le disais, mettre en place, identifier, acquérir, manager, c'est-à-dire gérer de l'administration RH, mettre en place, superviser. Dans un niveau 6, dans un niveau 7, vous auriez des termes comme concevoir une stratégie, manager une équipe, etc. Donc ça c'est important pour vous, à la première lecture, dans une première approche d'études et de recherche, vous ayez bien en tête le niveau d'expérience qui est attendu sur ce titre. Donc, vous avez ici, en résumé, les principaux titres accessibles en VAE, en vert les ressources humaines, en bleu le management d'entreprise au sens large, et tout ce qui est expérience dans la relation client en rouge sur nos derniers titres. À chaque fois, vous regardez bien le niveau et donc allez consulter les référentiels, les blocs de compétences de chacun de ces titres. Alors, j'en viens maintenant au process VAE du groupe IGS. Alors, le process VAE du groupe IGS, il est bien évidemment calqué sur le process légal qui, à ce jour, est le suivant. Il faut obtenir une recevabilité, c'est-à-dire que vous allez faire une demande de VAE. Je vais détailler chacune de ces étapes. Ensuite, ne vous inquiétez pas. Donc, dans l'ordre, c'est je fais une demande de VAE, c'est-à-dire qu'on va étudier mon dossier et je vais présenter un dossier qu'on appelle le livret 1, un dossier de recevabilité. Si mon dossier est admis, j'ai le droit de rentrer en VAE, donc vous allez devoir là rédiger le livret 2 et après vous présenter à un jury. Donc voilà le schéma classique. Je vais reprendre dans le détail. Je prends peut-être le temps de voir s'il y avait des questions dans le fil de la conversation. Non, pas grand-chose. J'en profite pour autoriser une personne à revenir et je reviens vers vous. Donc là, de manière plus visuelle, bien évidemment, vous ne pouvez entamer le livret 2 que si le livret 1 est fait, etc. et vous présentez au jury que lorsque le livret 2 est terminé. Alors, le livret 1, comment ça se passe ? Pas d'inquiétude sur cette première étape, c'est vraiment pas la plus compliquée. C'est ni plus ni moins une candidature qui en VAE s'appelle encore à ce jour livret 1. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on aille au-delà d'une simple candidature très administrative avec un CV et des coordonnées. Déjà dans ce dossier, on vous demande, alors non pas de rédiger ni de décrire vos activités professionnelles en détail, mais à minima, d'énumérer vos activités et vos expériences professionnelles en lien avec le titre que vous visez. Autrement dit, bloc par bloc, ce qu'on vous demande, c'est déjà de vous poser la question, bien, pour ce bloc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la communication RH, est-ce que j'ai une expérience en communication ? Quelle est mon expérience, à quel moment, dans quelle entreprise ou sous quel statut j'ai pu mettre en œuvre ces compétences-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dossier de recevabilité. C'est un dossier à télécharger sur notre site. Et nous, lorsqu'on le reçoit, parce que ce n'est pas toujours simple de s'auto-évaluer, de trouver la bonne compétence par rapport au bon titre, on complète automatiquement ce dossier de recevabilité d'un entretien avec un coach VAE, c'est-à-dire qu'une fois que votre dossier est bouclé d'un point de vue purement administratif, on a votre CV, on a votre état civil, on a les 1607 heures, etc., eh bien, on vous envoie un lien pour faire un positionnement sur le fameux référentiel, bloc par bloc, un test en ligne qui est très simple, ce n'est pas un test d'évaluation, c'est un test de positionnement, c'est-à-dire est-ce que vous avez fait ci, est-ce que vous avez fait ça. Ça nous permet
avec cet auto-positionnement, d'avoir une photographie de votre expérience professionnelle au regard du titre que vous visez. Et sur la base de ce questionnaire, vous avez dans la foulée un entretien téléphonique avec un responsable, un coach VAE, qui va avec vous pendant 1 heure aller dans le détail de chacun des blocs pour vérifier que votre expérience correspond aux attentes du titre. Et ça nous permet à ce moment-là, comme je le disais tout à l'heure, d'identifier les éventuels écarts et de mesurer la faisabilité du projet et donc nous de vous délivrer ou de ne pas vous délivrer un avis de recevabilité. Donc une étape, un premier dossier de livret 1 en 2 temps. Un dossier de candidature à télécharger, dossier de candidature qui s'appelle dossier de recevabilité. À réception de ce dossier, envoi du lien pour vous faire cet auto-positionnement, puis un entretien de débriefing avec un coach. Et une fois que cet entretien est fait, ça nous permet de vous délivrer très rapidement soit un avis de recevabilité, soit une non-recevabilité. Et avec cet avis de recevabilité, il n'y a pas le choix. Vous êtes recevable ou vous ne l'êtes pas. Mais c'est au moment de ce positionnement et avec le compte-rendu de cet entretien de positionnement qu'on peut vous alerter sur tel et tel bloc en disant, voilà, le projet est faisable, mais le risque est d'avoir une validation partielle parce que monsieur ou madame untel a une expérience limitée sur tel ou tel bloc, ou au contraire, le projet semble réaliste. En revanche, cet avis de recevabilité nous engage à vous réserver une place en jury et vous autorise à démarrer votre projet de VAE, c'est-à-dire à rédiger maintenant ce qu'on appelle le livret 2. Donc, le livret 2, vous pouvez travailler seul, puisque nous, l'avis de recevabilité qui vous est délivré va mentionner les dates des jurys VAE sur 18 à 24 mois, donc c'est un parcours, on le sait, qui est un petit peu long dans le temps. Et encore une fois, lorsque vous avez cet avis de recevabilité, on s'engage à vous réserver une place en jury. Dans l'intervalle, il faut produire, il faut décrire vos activités et en faire l'analyse, comme je l'évoquais en début de réunion. Et ce travail peut être fait seul ou accompagné, et vous pouvez être accompagné par un organisme qui ne fait que de l'accompagnement, ou par un ami, ou par parfois un coach dans votre entreprise. Vous pouvez aussi choisir d'être accompagné par IGS. Nous, on a des offres d'accompagnement. On est dans un système, alors encore une fois, c'est facultatif, mais si vous faites le choix d'être accompagné, j'allais dire, autant être accompagné par le certificateur parce que nos accompagnateurs VAE connaissent parfaitement les attentes des jurys. Il y a 2 types d'accompagnement. En fait, la différence se fait sur un volume horaire, mais il n'y a pas une offre au rabais par rapport à l'autre, puisque dans les 2 cas, vous êtes dans un accompagnement 100% individuel, c'est-à-dire que vous produisez un écrit, le coach va relire et vous dire là ça va pas. Dans les 2 cas, vous avez la méthodologie, ce qui est très important en début de parcours. Voilà, c'est quoi une VAE? Je décris mon activité et j'en fais l'analyse. C'est quoi faire l'analyse de son activité? Et à chaque fois, vous avez donc ces temps d'échange, relecture, point de blocage, échange avec l'accompagnateur. Dans cette offre qui est packagée, vous êtes accompagné et le coût de la certification est inclus. On verra les tarifs tout à l'heure. Vous avez 2 offres, une offre dite essentielle qui se limite à 8 heures, 8 rendez-vous d'1 heure qui vont s'échelonner dans le temps. Et vous pouvez prendre une formule renforcée qui est 8 rendez-vous d'1 heure 30, où forcément vous avez un petit peu plus de temps avec le coach et plus le temps de relecture. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la formule que vous choisissez, vous avez toujours la possibilité en cours de parcours de souscrire un forfait supplémentaire d'accompagnement de 3 heures. Lorsque, à l'issue de cet accompagnement, vous êtes prêt et que votre
dossier est fini, eh bien, vous allez l'envoyer à IGS selon le calendrier prédéfini. Donc ça, c'est très important, hein, retenez-le bien, mais c'est vraiment un atout. En tout cas, je sais, au moins sur les titres, parce que c'est vrai qu'à l'université ou sur les titres des ministères, vous n'avez pas toujours les dates de jury. Nous, lorsque vous avez votre recevable, vous faites votre dossier de candidature, en général, en 15 jours, 3 semaines, vous avez eu l'entretien et vous avez l'avis de recevabilité. Sur cet avis, vous avez les dates de votre jury, qui donc sur 18 à 24 mois, donc ça vous projette dans le temps. Vous avez le temps de rédiger avec un accompagnateur ou pas sans un accompagnateur. Et quand c'est fait, vous vous présentez au jury selon les dates donc initialement fixées dans le dossier de recevabilité. Sachez que par rapport à la date de jury qui est mentionnée dans l'avis de recevabilité, il faut nous rendre votre dossier 1 mois avant cette date. Donc ça fait, il faut bien le mettre dans le timing, mais tout ça sont des éléments qui vous sont transmis de manière très détaillée lorsque vous faites votre dossier. Alors, par principe, sachez qu'il y a 2 jurys par an et par filière, un au premier et un au second semestre, puisque ce ne sont pas les mêmes jurys qui vont évaluer les candidats dans la filière ressources humaines que ceux qui seront dans la filière relations clients ou dans la filière management. À partir de là, lorsque vous avez transmis votre dossier écrit, votre soutenance orale ne va porter que sur votre dossier. Donc l'oral n'est pas une seconde épreuve, mais au contraire une chance de venir éclaircir à l'oral ce qui a pu être maladroitement expliqué à l'écrit. En effet, ce qui va être important pour le jury, c'est votre compétence professionnelle en tant que directeur RH, en tant que responsable commercial et marketing, en tant que directeur de business unit, que sais-je. Vous ne passez pas une épreuve académique en lettres modernes, donc vous avez quelque part un petit peu droit à l'erreur dans la manière dont vous allez décrire et analyser vos expériences. Et l'oral va venir vous donner une seconde chance d'expliquer au jury, si le jury est un petit peu sur sa faim, sur quelques dossiers, sur quelques compétences, eh bien, il va en pouvoir échanger avec vous. Mais encore une fois, ce n'est pas une deuxième épreuve qu'il faudrait préparer, c'est au contraire la chance pour vous de venir expliquer peut-être mieux à l'oral ce que vous auriez eu des difficultés à exprimer à l'écrit. Tout ça pour vous dire que l'oral doit être perçu comme une chance. Ce qu'il faut peut-être, et en accompagnement, nous on le fait beaucoup, c'est peut-être gérer votre stress et la prise de parole, mais je peux vous assurer, et l'expérience me fait parler, que le jury est souvent un moment très positif parce que vraiment la personne, si c'est vous qui avez écrit votre dossier et qu'on est dans le vrai, ce qui est la base de tout travail, on n'est pas à l'abri que quelqu'un ait une rédaction un petit peu en sa faveur et qui ne soit pas complètement le reflet de la réalité. Forcément, l'oral, là, le jury va s'en apercevoir. Si vous faites parler sur quelque chose que vous avez écrit mais que vous n'avez pas mis en réalité, là, il y a un décalage. Et bien sûr, on ne vous encourage pas du tout à ça. En tout cas, nous, on fait très attention à cette véracité des propos. Tout ça pour vous dire que lorsque vous avez travaillé pendant presque un an et demi sur un dossier écrit, vous le connaissez par cœur. Et l'oral, encore une fois, n'a pas à être préparé plus que ça, mais être vu comme vraiment une chance de s'exprimer. On ne vous demande pas non plus de faire un PowerPoint ou quoi que ce soit. Le dossier aura été adressé au jury, comme je le disais, 1 mois avant la date. Et à partir de là, vous vous présentez le jour de votre audition et vous répondez aux questions. Le jury est composé du représentant du certificateur, c'est-à-dire du représentant de l'école qui détient le titre, l'école IGS dans la filière RH, l'école ESAM en management et l'école ICD pour la relation client, et les 2 ou 3 autres personnes. En jury composé de 3 ou 4 personnes maximum, plutôt 3 en général, ça peut aller jusqu'à 4, mais il y a une majorité de professionnels. C'est-à-dire que le certificateur est là parce qu'il représente le titre et c'est lui qui juridiquement va délivrer la certification, mais l'échange est un échange entre pairs, entre professionnels. Ce sont des responsables ou directeurs RH qui sont dans le jury RH, des directeurs commerciaux marketing dans la filière relations clients, etc. et des directeurs de business unit ou d'entreprise dans la filière management. Donc, vous parlez, vous vous adressez à des gens qui ont le même vocabulaire, qui connaissent votre métier et vous échangez entre vous sur une approche très professionnelle et absolument pas académique.
La soutenance orale va durer entre 30 et 45 minutes en général, après quoi vous êtes libéré, le jury délibère et se posera la question de la validation totale, partielle ou un refus de validation. Sur ce point, je suis assez honnête, on n'a quasiment pas de refus de validation, non pas qu'on donne le diplôme, mais notre étape de recevabilité avec un positionnement et un entretien assez poussé au moment de votre candidature fait que vous savez très bien dès le départ si la validation totale est possible. Bien évidemment, tout dépendra de votre travail, ou une validation partielle, mais un refus de validation, on est nous à, je crois, 1 ou 2 pourcentages de taux de refus. Pourquoi? Parce que surtout si vous êtes accompagné, on ne va pas vous amener à l'échec. Donc, si le dossier n'est pas en l'état d'être présenté, vous vous présentez à un autre jury. En tout cas, on vous alerte en disant attention, si vous allez vous présenter ce document en jury, vous risquez un refus de validation. Donc, le refus de validation, on le prend nous-mêmes comme un échec quand ça arrive, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et Dieu merci, c'est très rare. Et donc, en général, on est sur un taux de validation total ou partiel. J'en arrive à l'offre financière. Peut-être avant, je vais vérifier. J'entends parfois des clics. Est-ce qu'il y a des questions? Mais non, je ne vois pas. Ah si, j'ai des questions. Alors, je vais prendre le temps de les lire. Qu'appelle-t-on les pièces justificatives dans l'étape 1? C'est une bonne question. C'était à ce jour, tant qu'on doit le prouver, la preuve d'une expérience professionnelle de 1607 heures, c'est-à-dire d'1 an. Donc, c'est simple. Soit vous êtes salarié et c'est donc une attestation de l'employeur, ou un bulletin de salaire avec un nombre d'heures. Vous pouvez masquer la rémunération si ça vous gêne, ou une attestation employeur. Pour les activités non salariées, par exemple, je pense à des gens qui se présentent sur un titre de dirigeant entrepreneur. Ça peut être un CABIS qui serait à votre nom, au nom de votre entreprise, et des attestations potentielles pour les activités bénévoles avec quelque chose d'officiel d'une association. Voilà. Qui valide les blocs de compétences? Le coach ou l'entreprise. Alors, Natacha, j'imagine que votre demande se situe à quel moment? Alors, la notion de validation, c'est le jury. Seul le jury de certification va délivrer les blocs de compétences. Et le jury de certification est composé de membres, comme je l'ai dit, du certificateur et de professionnels. Le coach VA ne valide rien du tout, il vous accompagne. Dans la rédaction en disant là, je trouve que c'est pas très bien écrit, ou là, qu'est-ce que vous voulez dire? Il essaye, dans un échange de proximité, de vous permettre de vous remémorer des expériences significatives auxquelles vous penseriez peut-être pas. J'espère, Natacha, avoir répondu. Oui, très bonne me l'a posé, Sharma. Effectivement, l'intérêt de cette étape de recevabilité un petit peu poussée chez nous, c'est qu'en cours de route, on peut se rendre compte que la personne a mal identifié le titre. Vous pouvez vous être sous-estimé et finalement, lorsqu'on échange, on se dit mais c'est dommage, peut-être que vous pourriez viser le niveau supérieur. Ou inversement, dire là, vous êtes un petit peu juste et on peut changer de titre. Ça n'engendre bien évidemment absolument aucun frais. C'est tout l'intérêt de ce positionnement pour essayer de trouver le titre le plus adapté à la fois, bien sûr, à votre projet personnel et à votre expérience. En moyenne, combien de temps dure le parcours dans sa globalité? Alors nous, on est quand même dans des temps relativement raccourcis, puisque d'abord, les dates de jury qu'on va vous donner, elles n'excèdent pas 24 mois, elles sont plutôt sur 18 mois. Et sous réserve d'une étude et d'avoir construit votre projet. C'est surtout ça. C'est-à-dire voilà, qu'au départ, vous avez identifié le titre, vous savez comment vous allez rédiger. J'y viendrai juste après, là, en fin de parcours. Il est important d'inscrire votre démarche dans le temps. Combien de temps, bien sûr, vous vous donnez, mais j'allais dire, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puisque c'est vous qui êtes acteur de votre VAE et c'est vous qui allez produire vos écritures. Donc, voilà.
en moyenne, pour répondre à votre question, moi je trouve que se donner 14 mois, c'est relativement l'idéal. 14, 15 mois sans le dépasser, moins de 2 ans, c'est impératif. Pourquoi? Parce que vous allez avoir d'abord de la motivation. Si ça s'étale dans le temps, vous allez perdre en qualité d'écriture, vous allez perdre en motivation, votre dossier risque d'être moins cohérent. Il faut quand même inscrire votre démarche dans un délai de 12 à 14 mois. Mon employeur est OK pour ma VAE, mais ne me soutient pas assez en droit de passage 4 par an. Ouh là là, peut-être Natacha, peut-être se rappeler en privé sur cette question que je comprends mal. Est-ce problématique de ne pas avoir de poste visé précisément? Mais comment ça? Vous avez forcément un emploi. Monsieur, pas assez de droit de passage 4 par an. J'avoue que je comprends mal votre question, Natacha. Si vous voulez, vous aurez mes coordonnées en fin de séminaire et je vous propose soit un mail entre nous, soit un échange téléphonique. J'attends la fin du message, mais sinon, on va revenir maintenant quand même au financement et aux clés de réussite du parcours. Alors, comment lire cette diapositive? Tous ces montants ne se cumulent pas, hein, je vous rassure. Il y a une étape, effectivement, qui est obligatoire chez nous, c'est l'étape de la recevabilité, qui a un coût de 250 €, qui sont des coûts ici TTC. Parce que souvent en VAE, on est dans une démarche effectivement confidentielle, c'est un financement personnel ou en CPF, et ce sont des coûts TTC. Bien entendu, si votre entreprise vous suit, eh bien c'est le même tarif en hors taxe, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc nous, c'est cette première étape. Quoi qu'il arrive, on ne vous laisse pas partir en VAE s'il n'y a pas eu ce dossier de recevabilité, ce positionnement et cet entretien avec le coach, qui nous permet de répondre à votre demande, c'est-à-dire soit de délivrer l'avis de recevabilité, soit c'est arrivé avoir un avis de non-recevabilité. Il arrive aussi, c'est tout l'intérêt de cet entretien, de cet échange. Moi, j'ai une candidate qui avait un objectif clair de Bac+5. Son expérience professionnelle était en décalage, très clairement, pas de beaucoup, mais elle était en décalage avec le titre qu'elle visait. Et donc, dans le meilleur des cas, je lui dis, vous ne pouvez avoir qu'une validation partielle. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un bloc de compétences qu'elle n'avait jamais exercé. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est ni bien ni mal, mais c'est un fait. L'expérience n'était pas là. Donc, de toute manière, on n'allait pas lui créer cette expérience. À partir de là, la personne a renoncé à son projet. Très bien. Et tant mieux pour elle si on lui a évité d'aller à l'échec ou de perdre du temps, en quelque sorte. Donc, ces 250 €, il faut les voir comme un investissement important pour sécuriser votre parcours. Bien sûr, là-dedans, on inclut absolument tous les frais de dossier, l'étude de votre dossier, l'entretien d'1 heure avec le coach et l'autodiagnostic. Donc ça, c'est obligatoire. À partir de là, lorsque, à l'issue de cette demande, je vous délivre un avis de recevabilité, vous êtes admis chez nous, mais vous n'êtes pas inscrit encore. Vous êtes admis, ça veut dire que vous avez le droit, encore une fois, de vous présenter à un jury. Donc, vous pouvez décider de vous arrêter là avec IGS et de travailler seul, auquel cas, le coût de la certification sans accompagnement, vous l'avez à la fin de la diapositive. Vous voyez, selon le niveau du titre, c'est 1 500 ou 1 920 €. Si vous faites le choix d'un accompagnement à IGS, la formule donc, et c'est ici en vert, 8 heures ou 12 heures, comme je vous l'ai expliqué, mais ce coût inclut bien entendu, enfin pas bien entendu, mais en tout cas inclut le coût de présentation au jury, le coût de certification. C'est pour ça que c'est un petit peu plus cher forcément, et donc vous pouvez choisir une formule à 8 heures pour 3 480 € TTC ou de 12 heures pour 4 200 €. Comme je l'évoquais, vous avez toujours en cours de route le choix de prendre un accompagnement complémentaire de 3 heures. Voilà comment ce PowerPoint vous sera adressé en tout début dans l'après-midi. Avant ce soir, vous l'aurez, comme ça vous pourrez bien sûr relire, reprendre l'intégralité des slides. Alors, je voudrais, avant de terminer et peut-être reprendre les questions après, m'arrêter sur vraiment des petites clés de réussite hein, qui sont des conseils de bon sens. Comme je le disais, on parle beaucoup de VAE actuellement, mais on ne peut pas
amalgamer une VAE sur des titres de niveau bac, voire infra-bac, sur des métiers par exemple, la filière sanitaire et sociale, où c'est des métiers où il y a beaucoup de mise en pratique, avec une VAE, si je vais jusqu'à l'extrême inverse, à un bac plus simple, où on est dans une stratégie sur des métiers tertiaires ou d'autres métiers. Donc, il est important, nous, sur ces titres IGS, et ça vaut pour les titres non IGS, mais prenez le temps de construire votre projet et de vous dire à quoi va me servir, pourquoi une VAE. Est-ce que, effectivement, je n'ai pas besoin de monter en compétences? Parce que si on a besoin de monter en compétences, on est dans un parcours de formation. On va acquérir des compétences nouvelles, des connaissances et des compétences nouvelles. Dans l'absolu, en VAE, avant, il n'y avait pas de validation partielle par bloc ou de parcours mixte, c'était tout ou rien. Dieu merci, ça c'est bien, la loi nous permet de faire du mixte, mais comprenez bien que la VAE, validation des acquis de l'expérience, vous n'allez pas monter en compétences par la VAE. Vous allez valoriser votre expérience qui correspond à un diplôme et on va vous délivrer le diplôme si les preuves sont là. Donc la VAE, vous allez de manière indirecte avoir un retour sur vous-même et votre parcours. Et là, je me fais l'écho des candidats. C'est très riche et ça leur apporte beaucoup plus qu'un simple diplôme, souvent. Mais indépendamment de ça, en termes de compétences de savoir technique, la VAE ne va rien vous apprendre, puisque par définition, vous les avez déjà. Vous devez les avoir, ces savoirs. Donc, prenez le temps de dire pourquoi je veux ce titre et quelle est la voie pour l'obtenir. Est-ce que c'est la VAE? Est-ce que c'est la formation? Ou est-ce que c'est un parcours mixte, VAE et formation? Ça, c'est important. Comme je l'évoquais tout à l'heure, prenez le temps de choisir la certification la plus appropriée. C'est quoi? C'est celle qui est le plus proche de votre expérience, mais aussi de votre objectif. Encore une fois, si vous voulez un bac plus de 5, quoi qu'il arrive, c'est votre choix. Essayez de retrouver la certification qui correspond le plus à votre expérience. Si c'est celle d'IGS, c'est formidable. Ça peut être aussi d'autres certifications qui, sous un intitulé assez proche, peuvent avoir des contenus parfois différents. Ça aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ne vous attachez pas à un intitulé de formation. Des titres de responsable RH, de manager RH, de chargé de RH, il y en a pléthore sur la place et ce qui est important, c'est d'aller voir à quoi correspond le référentiel. Qu'est-ce qu'on va attendre de moi dans ce titre-là? Je l'ai évoqué aussi, très important, quand vous construisez votre projet, c'est j'inscris ma démarche dans le temps. Donc, vous avez de notre côté, on vous donne ces outils calendaires, puisque vous avez les dates de jury, vous pouvez vous inscrire dans ce temps-là, mais ce qui est important, c'est de s'inscrire dans votre temps personnel. À quel moment je vais fixer mes heures de rendez-vous avec mon coach, ou avec ou sans coach, d'ailleurs, à quel moment je vais écrire. Là aussi, selon le titre et selon le nombre de blocs dont est composé le titre, il n'y a pas le même investissement. Et quand je dis qu'un parcours VAE, c'est 14 mois en moyenne, c'est vrai que c'est très variable en fonction de la personne. On n'a pas la même disponibilité si on est seul avec des charges familiales ou si on a du temps pour soi, on est en recherche d'emploi aussi ou que sais-je. Enfin, selon la situation, c'est très variable. Pour vous donner quand même un ordre d'idée, pour que le dossier soit cohérent, que ça s'enclenche relativement bien et que vous respectiez ce délai de 14 mois, 16 mois, vous ne pouvez pas faire l'économie de travailler, de vous octroyer une demi-journée, idéalement par semaine, mais tous les 10 jours. Ça veut dire tous les 15 jours, vous bloquez une demi-journée, soit le week-end, soit en semaine, mais il faut un travail régulier. Sinon, c'est pas en 8 heures, mais même en 12 heures. Le coach, il va jamais relire sur un dossier VAE, c'est entre 70 et 80 pages. Il peut pas tout relire. Il est là pour vous donner pour relire beaucoup au début, vous donner de la technique, de la méthode, vous dire ça, je comprends pas, etc. Mais après, vous allez travailler seul, enfin, vous allez produire. Et plus vous travaillez de manière raccourcie avec des rendez-vous rapprochés avec votre coach, plus c'est bénéfique. Mais ça, il faut prendre le temps, il faut l'inscrire dans votre démarche. Ça, c'est important. Et tout ça se fait, j'allais dire, presque naturellement et sans trop de difficultés, dès lors que vous êtes motivé. Et la motivation, elle est liée à votre projet professionnel et à son objectif. Pourquoi je veux ce titre? C'est quoi mon objectif? Voilà.
Tout ça, bien sûr, est facile à dire, c'est pas toujours simple à faire, mais croyez-en l'expérience. Vraiment, si vous avez trouvé le titre qu'il vous faut, que ça correspond à votre projet, que c'est le bon moment, ce travail d'écriture ne doit pas vous faire peur. C'est loin d'être le parcours du combattant dont on parle parfois. Au contraire, c'est extrêmement riche. Parfois, il faut vous limiter dans les écritures tellement vous avez envie d'expliquer des choses, alors que le jury n'en demande parfois pas tant. Donc voilà, et c'est très enrichissant d'une façon générale de revenir sur son parcours professionnel, de poser les choses. On parle de conscientisation, prendre conscience de ce qu'on fait. C'est une prise de confiance et c'est surtout une manière de dire mais oui, il y a ça aussi. Enfin voilà, ça c'est vraiment un effet magique de la VA. Je vais retourner sur les questions. Moi, j'en ai terminé. Vous aurez donc ce support qui vous sera adressé avec nos coordonnées, donc pour pouvoir échanger avec nos conseillères formation ou moi-même si vous le souhaitez. Et donc, je prends le temps d'aller lire les réponses. OK, par téléphone à l'issue du séminaire. Alors, peut-être pas à l'issue de ce séminaire, enfin tout de suite, dans l'après-midi ou en tout début de semaine prochaine, Natacha, avec plaisir. Voilà. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. S'il y en a, ben, je suis bien sûr à votre écoute. Je crois qu'il y avait une question sur le temps du parcours. Ben non, j'ai tout vu. Moi, je reste en ligne encore 5 minutes. N'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Si vous le souhaitez, on peut même échanger maintenant. Alors, je ne sais pas comment je vous donne vos micros. Est-ce que j'ai la possibilité de faire ça? J'en suis pas sûre. Si vous avez possibilité de prendre le micro et de parler, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'y réponds. Voilà. Merci, Chama. En tout cas, bon appétit à tous.